Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le jeudi 25 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. Dans un communiqué de presse paru aujourd'hui, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbot, annonce l'interpellation du principal suspect dans l'affaire de meurtre survenue le vendredi 29 décembre dans la résidence Les Églantines 1 à Gourbert. Un groupe de jeunes hommes originaires de Saint-Claude avait été interpellé le 22 janvier au cours d'une opération judiciaire. Un trentenaire mis en cause par différents témoignages a été déféré le mercredi 24 janvier devant le magistrat instructeur à l'issue de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Après le retrait d'agrément de 2 dockers au port autonome de Jarry en raison des nouvelles normes de sécurité, les ouvriers se mobilisent. Ils ont souhaité faire entendre leur voix en soutien à leurs collègues, mais face à cette mobilisation, la direction de CMA-CGM se dit impuissante. L'un des ouvriers s'est exprimé au micro de Charlie Dagonia. Si vous voulez une délégation qui aille voir le préfet, je peux agir comme intermédiaire, il n'y a pas de problème. Je peux vous accompagner. Je ne suis pas certain, je me répète, que ça serve à quelque chose parce que le préfet exécute ce que son ministère lui a demandé de faire en fonction de la loi et des différents décrets. Donc, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais quand même, on peut essayer de faire cette délégation, au moins pour qu'il rapporte à son ministère de tutelle la réaction sur le terrain. C'est logique. Bon, faites votre délégation, venez pas à 50, c'est pas la peine. Hein, chacun à 2 ou 3. Oui, d'accord. Venez à 2 ou 3 chacun, je vous accompagne, je demande au préfet un rendez-vous, et puis vous expliquerez. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, encore une fois, je ne suis pas à l'origine de cette loi. Je dois l'exécuter parce que nous sommes des utilisateurs du port. Donc, on est tenu par une réglementation qui est existante. Alors, aujourd'hui, nous découvrons, en fin de journée hier, nous découvrons que des collègues autorisation de conduite à pas conduite, autorisation à accès à port là arrêté. Et ils ont crié au téléphone là et puis ils ont informé de ça. Ils ont dit que bon, à partir de demain, ils ont payé à ni accès à port là parce que voilà, ça sorti en direction, cette décision là sortie du préfet et qu'ils n'ont pas ni accès demain à port là. Donc demain, à partir de demain, ils n'ont pas embauché encore à Arima. Aujourd'hui là, les nous informer l'ensemble des ouvriers bon matin avant le début des opérations. Ça a généré une frustration en fait, générale qui fait que l'ouvrier là dit qu'il ne peut pas répondre au travail tout autant qu'il ne peut pas connaître qui ça caille. Demain, ça peut être moins, ça peut être le collègue à côté en moins, ça peut être c'est un père de famille, c'est ni bon qui travaille, c'est père, fils, c'est oncle, c'est nous en famille. Ça peut être n'importe qui moun ça a touché, nous pas savons, nous avons découvert que autorisation carrément roté comme ça. Donc demain, du jour au lendemain, on peut pas travailler. Ou pas connaître pour qui habiter réellement, on peut pas travailler. Donc là, nous demandons un éclaircissement, c'est ça. Alors nous demandons que pour les deux ouvriers qui sont suspendus pour le moment, nous avons trouvé un aménagement de poste. Donc comme ils n'ont pas ni droit accès à terminal là encore, mais nous avons des postes en dehors du terminal, il faut trouver un aménagement de poste. Donc ils ont regarder avec la direction et ils ont venir vers nous pour justement faire nous une proposition par rapport à ça. S'il y a un paquet, alors, s'il y a un paquet, je là, on peut positionner mes positions, ni blocage ou pas blocage. Pour le moment, nous attendons de voir ce que proposer nous. Adoptée le 20 décembre dernier, la loi immigration présentée par le gouvernement pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, un premier temps remaniée et durcie par le Sénat, a été largement censurée ce jeudi 25 janvier. Le texte prévoyait notamment le durcissement du droit du sol, l'application de quotas migratoires, la mise en place d'une caution pour les étudiants étrangers ou encore la suppression de l'aide médicale de l'État aux sans-papiers.
Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a censuré 32 des 86 articles de la loi et a émis des réserves d'interprétation sur d'autres. Décision félicitée par le député guadeloupéen Max Matchazin, qui souhaitait notamment voir le maintien du dispositif de l'aide médicale de l'État. C'est désormais au président de la République qu'il revient de promulguer la loi. Les syndicats de l'éducation de Guadeloupe tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Face aux difficultés rencontrées par les élèves et acteurs de l'enseignement sur notre territoire, l'intersyndicale de l'éducation appelle à la manifestation le jeudi 1er février. Les syndicats souhaitent faire réagir l'éducation nationale pour répondre à l'ensemble des problématiques soulevées. Découvrez-les dans ce reportage d'Olivier Félix. Le 1er février, nous sommes mobilisés avec l'ensemble des organisations syndicales pour exiger la fin des suppressions de postes, exiger même la création de nouveaux postes au regard des indicateurs de position sociale de nos élèves qui, normalement, auraient dû nous doter notamment plus d'éducation prioritaire. Mais surtout, nous souhaitons voir avec la fin de ces suppressions de postes la possibilité d'encadrer correctement les jeunes, les faire réussir. Je rappelle que nous sommes l'académie où nous avons le taux d'échec le plus énorme. Plus de 1800 élèves quittent le système éducatif sans diplôme. Nous avons l'académie avec le taux d'illettrisme le plus conséquent de tous les départements de France. Mais surtout, nous avons une académie, lorsque nous regardons les résultats nationaux, qui est en deçà de ce que nous sommes en droit d'attendre pour nos élèves. Aujourd'hui, il nous manque des enseignants. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne vont pas dans les métiers d'enseignement parce qu'ils sont mal payés. Il faut donc non seulement améliorer nos conditions de travail, non seulement faire de telle sorte qu'il y ait plus de suppression de postes et faire qu'on ait un meilleur taux d'encadrement, mais surtout, il faut qu'il y ait un signal fort de revalorisation de nos métiers pour que justement, nous ne nous retrouvions pas comme ça à défaut. Je rappelle que beaucoup de classes aujourd'hui n'ont pas d'enseignants devant eux et donc il faut absolument que nous trouvions tous les voies et moyens pour que l'école de Guadeloupe soit une école de la réussite. C'est les difficultés de personnel de remplacement, de collègues qui sont TZR ou contractuels, où les viviers sont épuisés. On constate jusqu'à maintenant, nous sommes en janvier, je donne l'exemple du lycée de Pointe-Noire, ils ont dû se mobiliser cette semaine pour avoir un prof de français. Les élèves vont à l'examen en juin. Donc ça, c'est un exemple. Mais on en a encore d'autres sur le lycée du Nord-Grande-Terre, par exemple, où il y a des personnels qui manquent, sur Cap-Esther, des disciplines où justement il n'y a plus de vivier de remplaçants, que ce soit des TZR, que ce soit des contractuels, et on risque de se retrouver dans des difficultés encore plus importantes l'année prochaine avec les suppressions de postes qui sont annoncées, soit 107 en tout sur l'académie, 55 dans le second degré, 52 dans le premier degré. Que là, on peut considérer que trop, c'est trop. Depuis l'année dernière, on subit de manière intempestive des suppressions de postes. Aujourd'hui, on a encore 105 postes de le premier et le second degré. À un certain moment, je pense qu'il faut qu'on, frappe du poing sur la table, qu'on se mette ensemble pour voir comment changer les choses, parce qu'il est inadmissible que l'on puisse encore aujourd'hui être dans une situation où il y a un manque de moyens et qu'on s'appuie simplement sur une gestion comptable pour déterminer, notamment la baisse des effectifs, pour déterminer la qualité du travail qui doit être fait sur le terrain, la réussite des élèves. On ne peut pas parler de réussite si on reste dans cette logique de suppression. L'hydrogène, gaz invisible et inodore, produit à partir d'eau ou d'hydrocarbures, est-il l'or vert de demain ? C'est l'une des questions que se pose le pôle d'innovation Synergile et qui a fait l'objet d'une rencontre ce jeudi. Le club hydrogène de Guadeloupe a organisé ce matin son premier petit déjeuner sur le thème de la production d'hydrogène sur le territoire guadeloupéen. Créé pour structurer cette filière naissante, cet espace d'échange vise à étudier le potentiel de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique pour notre archipel. Les images de ces premiers échanges dans ce reportage de Solène Fèvre. L'hydrogène apparaît aujourd'hui comme un vecteur énergétique permettant de venir conforter cette transition, notamment sur le secteur de la mobilité, tout ce qui est mobilité lourde et collective, qui sont contraints à des taux d'utilisation et de disponibilité importants, ce que permet aujourd'hui le vecteur hydrogène. Et nous avons la chance en Guadeloupe de pouvoir disposer d'énergies renouvelables donc diverses et variées, donc le soleil, le vent, la géothermie, l'hydraulique, voilà, qui permettraient demain de produire donc en abondance ce vecteur énergétique.
L'objectif, c'est vraiment de fédérer les différents acteurs qu'il y a sur la filière. L'hydrogène, ce n'est pas une technologie complètement nouvelle. On fait des moteurs hydrogène depuis 1805. Mais par contre, la filière, le stockage, sa production, son utilisation, les véhicules derrière, ça demande l'implication de beaucoup d'acteurs. Il y a déjà des acteurs impliqués sur le territoire. La SARA est en train de présenter un projet actif. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Jarry, c'est une station de production et de distribution d'hydrogène. Donc, il y a vocation de délivrer de l'hydrogène pour la mobilité, donc que ce soit pour des voitures. C'est une station qui produit donc 2 kg d'hydrogène par jour, mais qui permet donc de stocker 16 kg. Pour rappel, 1 kg d'hydrogène, c'est 100 km d'autonomie. Donc, c'est un vecteur d'énergie qui se prête donc à une recharge rapide, donc pour les véhicules. Donc, on peut avoir une recharge à 350 bars en une dizaine de minutes. Donc, ce qui se substitue à l'électrique. Aujourd'hui, le transport représente plus de 2/3 des consommations d'énergie finale du territoire et constitue à cet effet un enjeu de premier ordre pour l'atteinte de nos objectifs de transition. L'un des deux gros avantages de l'hydrogène, c'est que s'il est produit à partir de sources renouvelables, en l'utilisant, vous obtenez directement une mobilité décarbonée. Là, donc, je parlais de mobilité lourde, donc on parle de tout ce qui a trait à la manutention, le transport collectif pour les lignes urbaines, interurbaines. Mais demain, ça peut être également le cas pour le transport maritime. On est sur un archipel avec des liaisons entre les îles du Sud et le territoire entre guillemets continental. Demain, on pourra avoir des transports, des navettes maritimes hydrogène, assurant ces liaisons et donc de matières entièrement décarbonées. Les limites sont sa production sur place. On veut faire de l'hydrogène décarboné, donc pour le produire, c'est à partir d'énergies renouvelables qu'il faut le faire. Les énergies renouvelables, ça prend de l'espace sur le sol ou des éoliennes. Donc il y a la problématique de trouver l'énergie renouvelable pour produire cet hydrogène vert. Ça, c'est une des problématiques. L'autre problématique qu'on va peut-être avoir, c'est la question du coût de cet hydrogène, parce qu'on a un bassin de besoins qui est quand même limité. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en considération. Comment est-ce que cette filière va pouvoir être autonome, éventuellement les besoins d'aide qui viendront avec. Voilà les principaux freins. Se protéger des attaques en ligne n'est pas qu'une affaire de particuliers. Les entreprises et collectivités doivent elles aussi se prémunir des cyberattaques comme celle qui visait la région Guadeloupe en novembre 2022. Cet après-midi, la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Basse-Terre et l'Ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont organisé une conférence sur le thème « Cybermenaces, chefs d'entreprise, décideurs locaux, tous concernés ». L'objectif, sensibiliser les différents acteurs au risque des cybermenaces et les informer sur la réglementation en vigueur. Un reportage signé Maxime Morel. L'idée, elle est double, en fait. C'est déjà une démarche de sensibilisation par rapport au risque, c'est-à-dire que tout le monde en entend parler, mais c'est donner des éléments un peu plus précis, en fait, sur la réalité et la teneur des menaces. Ça, c'est une première chose. Et également, en fait, c'est l'occasion pour nous, avocats, et en partenariat avec les commissaires aux comptes, d'expliquer en fait dans quelle mesure on est apte, nous, à intervenir pour faire face à ces menaces. Tout le monde est concerné par ces cybermenaces, donc on l'entend tout le temps, dans la vie de tous les jours. Il y a une recrudescence exponentielle, si on peut dire, de ces cyberattaques, et tout le monde doit être sensibilisé pour savoir comment se protéger, et si toutefois on a fait l'objet de cette cyberattaque, savoir comment faire pour réagir en fait tout simplement. Le numérique est partout, tous les process ont été digitalisés, que ce soit de la communication, de la production, on ne sait plus travailler sans Internet, donc on est dépendant au numérique, et avec le numérique on a vu arriver une nouvelle criminalité. Il faut en prendre conscience, il faut lutter contre ça, et d'autant plus qu'au niveau européen, de nombreuses réglementations ont émergé pour obliger les entreprises à se protéger contre ce type d'attaque. Tout dans notre environnement de travail et personnel maintenant est numérique. Donc l'exposition augmente de manière exponentielle. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est-à-dire qu'on a à la fois des acteurs malveillants qui sont de plus en plus professionnels, mais également une forme de démocratisation des outils. Ce qui fait qu'il est de plus en plus facile pour tout à chacun, sans forcément avoir de grandes compétences en informatique, d'être un attaquant. C'est un fléau mondial, national, mais également local, puisque
On ne peut plus se dire en fait que ça n'arrive qu'aux autres, puisqu'on a quand même eu des cas retentissants, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, avec des répercussions qui étaient quand même très importantes pour l'économie dans son ensemble. La chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est pas est-ce que ça va m'arriver, c'est quand est-ce que ça va m'arriver. Ça, voilà. Ensuite, l'objectif principal, c'est toujours de remettre en route le plus rapidement possible. C'est ça qui est critique pour les entreprises, parce que l'immense majorité des entreprises n'a pas une trésorerie qui lui permet de rester à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Voilà. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Ensuite, le volet plus spécifiquement des avocats, il y a évidemment le dépôt de plainte, mais il y a également ce qu'on appelle en fait la mobilisation des garanties, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, est-ce que c'est que votre responsabilité ou vos prestataires, est-ce que vous avez un assureur, il va falloir mobiliser la garantie d'assurance, ce genre de choses-là. C'est ça ce travail. On a des statistiques pour les plus petites entreprises victimes d'une attaque majeure ou une attaque d'ampleur. Bien malheureusement, une de ces petites entreprises sur deux va disparaître dans les 6 mois. Donc c'est pour ça que les conséquences économiques sont colossales. Au-delà du retard dans l'activité que l'on peut prendre, on peut aussi tout à fait disparaître. C'est d'ailleurs, d'après des statistiques d'assurance, le premier péril qui vise les entreprises. Pour accompagner les femmes avant et après leur accouchement, Alissane et sa sœur Anne allient leurs expériences personnelles et leurs compétences professionnelles. Elles ont créé Jardin de naissance, un site internet qui prodigue des conseils et propose des séances de bien-être et de renforcement pour aider les femmes enceintes à vivre leur grossesse dans de meilleures conditions. Reportage. Avec ma sœur, qui s'appelle Anne Caron aussi, qui est elle sage-femme aux États-Unis, on a décidé de créer un site qui s'appelle Jardin de naissance. L'idée du site est venue quand, autour d'un repas de famille avec ma sœur, on parlait chacune de nos expériences avec nos patientes et elle s'est rendue compte qu'aux États-Unis, les femmes, elles n'avaient pas le même accompagnement, que ce soit avant l'accouchement ou après. Du coup, on s'est dit, mais si on faisait un site où on alliait nos deux compétences pour essayer d'accompagner et soutenir ces femmes. Et c'est de là qu'on a créé des programmes en ligne adaptés aux femmes enceintes et en post-accouchement pour les aider, les soutenir, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue émotionnel. Alors moi, je suis à ma 3e grossesse. J'ai déjà eu 2 enfants. J'ai eu une petite fille pendant le Covid où j'ai pas eu de préparation à la naissance, pas d'accompagnement. Et mon mari avait des visites très limitées pendant la clinique. J'ai trouvé ça très dur. Et l'intérêt de Jardin de naissance, c'est vraiment d'essayer de créer ce lien-là, ce soutien-là et d'être présente n'importe quand, où elles veulent, toujours dans leur poche, sur leur smartphone. C'est beaucoup de programmes en ligne. Ça va être soit des programmes liés sur des thématiques, donc par exemple sur des maux de grossesse, par exemple le dos, les douleurs qu'on peut avoir au niveau du pubis ou les problèmes de périnée, tout ça. Et après, ça va être aussi des guides thématiques qui sont c'est plutôt fait par ma sœur, donc le côté sage-femme, où elle va essayer d'apporter aux gens la possibilité de faire des choix éclairés où ils peuvent se renseigner sur quelles sont leurs possibilités pendant l'accouchement et après. C'est vraiment du coaching qui est fait par des professionnels de santé. On s'est entouré de professeurs de méditation, de professeurs de yoga, d'hypnose. Nous, on apporte notre expertise aussi en tant que kiné, en tant que sage-femme, en tant que conseillère en lactation, en tant qu'éducatrice sportive. Donc tout ça, c'est très encadré. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux femmes de le faire chez elles, quand elles le souhaitent et comme elles le souhaitent. À Fouillol, des étudiants en sciences politiques se passionnent pour le jardinage. Depuis 2022, un jardin créole a éclos en plein cœur du campus de l'Université des Antilles. Aujourd'hui, les nouveaux entrants en Master 1 poursuivent les efforts de leurs prédécesseurs dans ce projet porté avec la docteure en sciences politiques Pamela Aubertan. Ils apprennent auprès d'exploitants agricoles à cultiver la terre pour tendre vers l'autonomie. Les images de Charlie Dagonia. Pour moi, c'est important aujourd'hui d'apprendre à nos jeunes à connaître leur environnement, à connaître les plantes qui poussent sur le territoire, les fruits, les légumes, et donc de faire des expériences à taille humaine pour vraiment concrétiser tout ce qu'on parle. On parle aujourd'hui, le prix des denrées alimentaires augmente. Voilà, quelle solution on apporte? Donc, on a des nouvelles approches pédagogiques où on enseigne. Moi, j'enseigne beaucoup de cours sur l'écologie. Et bien aussi des actions. Comment on prend soin de la terre? Comment, justement, on apporte des solutions à notre échelle?
Et pour moi, le jardin créole, c'est de s'inspirer du passé pour répondre aux défis de notre monde actuel, que ce soit écologique, que ce soit alimentaire, que ce soit économique. S'inspirer du passé et le moderniser pour pouvoir justement affronter tous ces défis avec sérénité. C'est excellent en tout cas parce que c'est une dynamique pour leur inculquer, en tout cas pour qu'ils comprennent aussi la dureté du travail, comprennent les complications, comprennent l'intérêt qu'on a aujourd'hui à produire, la complexité qu'on a à pouvoir répondre à cette notion d'autonomie et eux en tant que Sciences Po, de comprendre quels sont les arguments et les atouts qu'il faudrait mettre en place pour consolider le dispositif. Pourquoi j'ai choisi? Parce que c'était intéressant de découvrir une autre façon de travailler, plus du coup de faire quelque chose de concret, que ça soit pas juste théorique. Et voilà, c'était intéressant, j'ai appris plein de choses, surtout que c'est plein de choses que je connaissais pas. C'est une volonté de vouloir être indépendant, être autonome sur sa consommation. Et donc ça permet d'être plus proche de la nature et on découvre des plantes que moi personnellement je connaissais pas. Donc c'est super intéressant et je pense que c'est un pas à faire pour être autonome et c'est vraiment important pour moi. Je pense que c'est quelque chose d'important puisque c'est une manière de vivre aux Antilles. C'est quelque chose que nos grands-parents faisaient et qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on doit réapprendre. Comme Marion, je ne connaissais pas forcément tout ce qu'il y avait. J'avais des petites connaissances, mais ça m'a vraiment permis de m'améliorer. Et aujourd'hui, j'essaie de le faire chez moi aussi, de faire mon petit jardin créole. En tout cas, qu'ils soient à la fois, qu'ils comprennent en tout cas les rouages du métier, leur permettront de pouvoir mieux définir nos besoins, de mieux caler en tout cas la stratégie pour pouvoir répondre à cette notion d'autonomie. J'ai déjà commencé chez moi alors que je vis en appartement, donc oui, on peut le faire chez soi. Après, à différentes échelles, moi j'ai planté que 2 plants, mais je pense qu'à partir du moment où on a un bout de terre, on peut le faire. Et c'est vraiment, ça devrait être un automatisme de pouvoir planter des plantes parce que ça rend la vie moins dure et plus intéressante. Bonjour, merci, au revoir. Le dimanche 4 février aura lieu la 26e édition du Bemao Mimas, la grande parade de Bemao. Et pour en parler et nous présenter le programme, nous recevons ce soir Monsieur Rosduel-Freddy, le président du comité de carnaval de la ville de Bemao. Bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Et Madame Goram, vice-présidente du comité de carnaval. Bonsoir Madame. Bonsoir, téléspectateurs de Canal 10, mon Guadeloupe, bien bonsoir. Merci de votre présence. Alors, dans un peu plus d'une semaine, on va dire, aura lieu la grande parade de la ville de Bemao. C'est la 26e édition, donc on est déjà bien rodé sur ce que vous allez nous proposer. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter le programme, ce qu'on peut s'attendre, ce qu'on va découvrir ce dimanche 4 février à partir de 13h? Dimanche 4 février, bien évidemment, nous aurons la grande parade intitulée Bemao Mimas. Et la thématique reste toujours le masque pour Bemao, mais je vais laisser la vice-présidente présenter le programme. Elle fera ça un peu mieux que moi. Alors, donc, le programme, on démarre dès lundi avec la cérémonie d'ouverture, la remise du God Mass. Le God Mass est un prix internaute qu'on attribue au groupe durant la parade du Bemao Mimas. Ensuite, le mardi, nous aurons le déboulé sportif dans le parcours sportif de Jarry avec l'association Terre de Champions, conduite par Valérie Vidal. Et vendredi, le Gomme en masse, présenté par la direction des affaires culturelles de la ville de Bemao. Le Gomme en masse est un show mode de tenue de carnaval des groupes pour valoriser les tenues qui sont, on va dire, en bas carbone. Qui ont déjà un âge et donc les faire revenir et surtout mettre en valeur les petites mains au sein des associations qui travaillent énormément pour certains costumes. Et ensuite, le samedi, nous avons le village des enfants de 9h à 13h qui se passe au centre Omnisport Fiesque du Chêne. C'est le stade de Bemao. Donc, les enfants, il y aura des ateliers culinaires, ateliers fouettes, ateliers lecture aussi, car dans le carnaval, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui sont faits autour du carnaval. Donc, faire les enfants découvrir ça avec Édition Negmaron, avec Marie Luson, avec Willy Forban, plein d'autres écrivains et éditions aussi. Et l'après-midi, on aura la parade des enfants, accompagnée des groupes de Bemao et des groupes d'ailleurs.
Et les enfants sont libres, le thème est libre. Et cette année, on voulait accentuer un petit peu plus sur le sport. Alors, si les enfants sont le masque en sport, et sport en masse, hein, donc voilà. Et puis, le samedi soir, il y a un lit rose avec l'association Racine, hein, qui est un groupe de carnaval de Bemao. Donc, le lit rose aura lieu à l'esplanade de Bellecour, face au centre culturel Gérard Loquel. Et pour le Gomme en masse aussi, c'est à la rue du 6 mai, devant le centre culturel Gérard Loquel aussi. Rue du 6 mai 1802. Et après, le dimanche matin, il y aura le village prévention santé avec l'association, pas mal d'associations qui parlent de la santé. On va parler de la tension, du diabète, de l'obésité, etc. Accès aux droits aussi, aux droits et devoirs. Et puis, avec l'association Excelsior, on va parler de la santé à travers le vélo santé, la sécurité à vélo. Très bien. Avec l'association aussi Repère Solutions Santé qui sera là. Et puis, donc voilà. Guajeka avec G-Thérapie. G-Thérapie, donc voilà. Donc, toute une belle panel d'animation. Et puis, bien sûr, les associations autour qui comme Unité Masse, qui, dès ce samedi, a la BGS. Ce qu'on appelle la BGS. Donc, voilà, donc une semaine remplie du 29 au 4. Très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on appelle la population à participer à toutes les manifestations qui sont proposées sur la semaine du Bemao Mimas, parce que nous faisons en sorte d'amener une attractivité pendant la semaine et pour que le Bemao Mimas arrive à son apothéose, pour qu'il y ait effectivement, je dirais, un consensus autour de cette manifestation et pour que nous soyons tous beaux ce jour-là, puisque c'est le Bemao Mimas, bien évidemment. Et surtout, on appelle aux gens à venir au déboulé sportif. Voilà, qui sera avec Reality Bimas et Nation Yannick Marron. Donc, on les invite à venir nombreux à cette manifestation. Le mardi. Qui de plus en plus prend de l'essor. Donc, mardi à 20h. À 19h. À 19h, sur le parcours de Jarry. Très bien. Donc, voilà. Alors, un programme très riche, dense. Vous avez pensé à tout le monde, sportifs, amateurs de musique, enfants. Donc, tout est prévu pour une semaine, une belle semaine dans la ville de Bemao, dans le cadre du Bemao Mimas, et qui se terminera par la grande parade. Donc, les téléspectateurs pourront retrouver l'ensemble des informations sur les réseaux sociaux et le site de la ville. Alors, sur le Facebook, Bemao Mimas, sur l'Instagram aussi, Bemao Mimas, sur le site de la ville de Bemao aussi. Et puis, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux, WhatsApp, toute la panoplie. Le Facebook aussi, le Facebook Bemao Mimas, le Facebook de la ville, l'Instagram de la ville de Bemao. Donc, on est là. Donc, on attend énormément le public, la population. Venez, vous savez, Bemao, c'est... On sait recevoir. Voilà. Mais donc, surtout, on demande aux gens d'être, je dirais, de venir en toute sécurité. De venir en toute sécurité à Bemao, puisque les conditions seront réunies. Nous avons aussi des places de gradins que nous mettons à disposition. Donc, nous allons sur Kiwol. À disposition payante. Payante, hein. Nous allons sur... Quand on met à disposition... Il faut préciser. À disposition, les gradins. Mais j'allais dire, on va sur Kiwol, on va sur la boutique du carnaval, on clique et bien évidemment, on a son petit ticket pour pouvoir s'asseoir dans les gradins et être en première loge pour regarder effectivement. Mais je reprécise que c'est payant parce qu'on peut aller sur Kiwol pour prendre des tickets gratuits. Aussi. Alors, donc, je précise que les gradins, face au jury, à l'espace jury, elles sont payantes. Nous avons les places à 30 € pour VIP, dont vous avez des goodies, une collation, et puis 20 €, et puis 5 € pour les enfants qui accompagnent leurs parents, qu'ils soient en VIP, qu'ils soient en tout public. Et en ce qui concerne donc la grande parade, pour terminer, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour se rendre sur le lieu? Est-ce que les routes seront fermées? Nous avons effectivement un circuit fermé, et puis avec le dispositif de sécurité. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons aussi les bus Carolis
sur l'agglomération et puis au Gosier aussi qui qui font converger toutes les personnes qui voudront bien venir sur le Bemao Mimas et on les attend avec plaisir. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la sécurité sera au rendez-vous et on invite effectivement la population à venir participer au Bemao Mimas puisque c'est le Bemao Mimas. Et le circuit sera fermé à midi. Parfait. Voilà. Donc, merci beaucoup pour les précisions. Je vous laisse terminer. Voilà. Donc on vous attend à vous installer avant midi pour ne pas avoir trop de stress. Ils seront bien installés. Et puis, sur l'espace jury, on aura un show quand même avec des associations de Bemao, je tiens à le préciser. Tropical Denzar, enfin bref, il y a des associations qui font le show avec Espérance Bémaotienne aussi, Flair Bambou, voilà. Donc, le quadrille et puis les enfants avec méthode B qui vont faire de l'afro-house, de la soca, donc toute une panoplie d'animation sur... Et puis, avec Guajeka, on aura Guajeka va ouvrir la parade avec les jeux traditionnels, Roussi Wood, Jazz Pomme, etc. Donc, et puis nous aurons un artiste aussi, Kérosène, qui va animer l'espace jury bien comme il se doit. Très bien. Donc, mais en tout cas, la ville de Bemao vous attend nombreux pour le Bemao Mimas qui donc se déroulera du lundi 29 au dimanche 4 février. N'hésitez pas à reprendre les informations et le programme sur les réseaux sociaux du Bemao Mimas. Et tous les enfants sont invités au carnaval des enfants le samedi 3. Inscrivez-vous au 26 34 08. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Le JT revient demain. Et tout de suite, on se retrouve pour un focus.